Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de 13 h sur Mondico Télévision. On commence, le chef de l'État a reçu le lundi 11 novembre José Kalala, premier vice-président du Sénat, venu lui présenter le rapport de sa participation au Forum parlementaire mondial contre le fascisme et le néofascisme qui s'est tenu du 4 au 5 novembre 2024 à Caracas, au Venezuela. Le sénateur Kalala a profité de cette audience pour remettre au président Félix Tshisekedi un message de son homologue vénézuélien Nicolás Maduro. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RDC. Je crois que vous êtes informés qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme il ne ménage aucun effort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, nous avons montré que le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC. La question sur l'agression de la RDC dans sa partie Est par le Rwanda a été également évoquée. Pays hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec toutes les nations dans le cadre d'un partenariat privilégiant l'intérêt commun. Et dans l'actualité également, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a donné des directives à la délégation de 11 députés nationaux qui se rend à Kampala, en Ouganda, pour une mission du 12 au 19 novembre, une mission qui vient en appui à la coopération bilatérale entre les exécutifs de ces deux pays, à savoir la RDC et l'Ouganda. Images et commentaires. Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entreprise avec plusieurs pays du monde, l'Assemblée nationale de la RDC va diligenter une mission parlementaire à Kampala, capitale de l'Ouganda, du 12 au 19 novembre 2024. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a donné ses orientations et fixé le terme de référence de cette mission au cours d'un échange le lundi 11 novembre 2024 avec le député national membre de cette délégation. C'est avec la bénédiction de la plénière qu'une délégation de 11 députés nationaux, conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga, se rendra à Kampala avec pour mission d'échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et le groupe d'amitié RDC-Ouganda sur le renforcement de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux nations. Il s'agit d'une mission qui vient en appui à la coopération bilatérale entre les exécutifs de ces deux pays comme c'est fait actuellement avec plusieurs autres pays du monde. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF NALU qui subissent quand même quelques échecs et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration. Cette initiative découle des échanges que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a eu avec son homologue ougandaise, l'honorable Anita Among, à Accra, au Ghana,
en marge de la deuxième assemblée générale de la conférence de présidents de parlement africains. Les deux présidents des assemblées nationales se sont convenus de renforcer la coopération parlementaire entre les chambres de leurs pays respectifs en appui à la coopération bilatérale traditionnelle entre le gouvernement congolais et ougandais. Signalant par ailleurs que la réunion doit se tenir ce mardi 12 novembre. Ouverture le lundi 11 novembre 2024 à Kinshasa d'un atelier d'évaluation des questions de sécurité des frontières communes entre la RDC et la République du Congo. Les délégations de ces deux pays voisins sont réunies durant 3 jours dans le cadre de la 10e session ordinaire de la Commission spéciale mixte défense et sécurité. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité de la République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani, qui a donné le go de ces travaux qui déboucheront sur une feuille de route reprenant les résolutions de ces assises. Il l'a fait en présence de son homologue de la République du Congo. Les détails dans cet élément. Kinshasa et Brazzaville sont les capitales les plus rapprochées du monde. Cette proximité n'exclut pas l'évaluation des questions sécuritaires le long des frontières communes entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Du 11 au 13 novembre 2024, les experts de ces deux pays évaluent les questions de leur sécurité commune le long de leurs frontières afin de relever les défis auxquels les deux pays sont confrontés. Il sera question d'abord d'évaluer les résolutions issues de la rencontre de la localité de Ngabé en République du Congo, tenue du 28 mai au 1er juin 2024 lors de la 9e session ordinaire. La présente rencontre permettra à nos experts respectifs d'échanger sur des questions d'intérêt commun et sur des stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les nombreux défis sécuritaires auxquels nos deux pays font face. Et c'est de cette manière que nous amènerons nos populations respectives à vivre en paix et à améliorer leurs conditions sociales. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et Sécurité de la République du Congo a exhorté les participants à prendre la mesure de leurs défis communs pour les mettre au service des biens de leurs peuples respectifs. La 10e session de notre commission spéciale Défense et Sécurité, qui s'ouvre aujourd'hui dans un contexte international violent, devrait nous permettre de prendre la mesure de nos défis propres et de toutes nos préoccupations afin de les mettre à notre intelligence et à notre politique collective. La République démocratique du Congo et la République du Congo ont un dénominateur commun, c'est le Congo. Travaillons à le protéger des suspicions et des litiges inutiles. À l'issue de ces travaux, les participants vont produire une feuille de route qui devra reprendre les résolutions qui en sortiront avant leur adoption et la signature par les deux ministres. 3 provinces congolaises frontalières de la République du Congo prennent part à ces travaux. Il s'agit de Kinshasa, Congo central et Mai-Ndombe, représentés par leur gouverneur. Et un autre registre dans ce journal, les travaux des États généraux de la justice congolaise se sont poursuivis le lundi 11 novembre dernier au centre financier de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ces assises réunissent des acteurs de divers domaines pour débattre et proposer des réformes visant à améliorer le système judiciaire en République démocratique du Congo. Regardez. Ces États généraux de la justice représentent un moment clé pour examiner les défis du système judiciaire congolais et identifier des solutions concrètes en impliquant toutes les parties prenantes par des panels de réflexion. Au sein des différents panels, la ministre des Hydrocarbures, Wivine Moleka, a identifié plusieurs leviers d'amélioration pour renforcer l'indépendance judiciaire, considérée comme une condition essentielle pour attirer et sécuriser les investissements en République démocratique du Congo. Pour que l'État congolais puisse pleinement exercer sa souveraineté sur ses ressources, il est primordial de disposer d'un système judiciaire performant
et impartiale. Ainsi, en reformant la justice pour en renforcer la sécurité et la transparence, nous créerons un environnement juridique stable, un pilier essentiel pour attirer des investissements de qualité. Cette réforme renforcerait également la souveraineté de l'État, car un système judiciaire fort permet de garantir le respect des règles établies, d'assurer l'impartialité des procédures et d'instaurer la confiance des opérateurs économiques. De son côté, Moïse Mbiye, responsable de la communauté Cité Bethel, a également salué cette initiative, appelant à une régulation plus stricte dans le milieu ecclésiastique, insistant sur la nécessité de lutter contre les faux pasteurs. Il a affirmé que des réformes pourraient assainir ce secteur et renforcer la confiance des fidèles. Nous apportons des prédications qui aident les populations. Il y a en tout cas des pasteurs qui le font, bien qu'il y en a qui abusent aussi. Mais nous devons reconnaître qu'il y a des pasteurs qui contribuent, qui aident des jeunes qui pouvaient s'élever, naître dans des familles où il n'y a aucun projet, sans avenir, qui pensaient à la délinquance. Mais grâce aux encadrements de pasteurs, les choses ont changé. Donc, nous acceptons que les ministères de la justice puissent assainir ce mouvement des églises, mais nous avions, j'ai dit bien nous avions peur. Personnellement, j'avais peur par rapport à la lenteur dans les traitements de dossiers. Alors que les discussions se poursuivent, le peuple congolais espère que ces assises déboucheront sur des actions concrètes pour renforcer la transparence et l'efficacité du système judiciaire congolais afin de garantir une justice plus accessible et crédible pour tous. D'ombrage à l'option. Et dans ce même chapitre, présent aux États généraux de la justice qui se tiennent à Kinshasa, le débat sur la révision constitutionnelle s'est invité à ces assises. Pour Monseigneur Donatien Cholet, aller dans le sens du changement de la Constitution implique le référendum avec des coûts exorbitants dans un contexte économique difficile. En se référant au thème de ces assises, la justice congolaise est malade et quelle thérapie pour la guérir? Le porte-parole de la SYNCO a fait savoir que l'actuelle Constitution est un pacte républicain et que si les textes sont appliqués, le pays ne serait pas dans une telle situation. Suivez son propos. Je pense vraiment qu'il faut réfléchir là-dessus, mais ce n'est pas une question pressante. Et ce que j'ai le plus aimé, il a dit, ce serait irresponsable d'aller même dans le sens du changement du référendum, parce que dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier, du social? Donc le problème, c'est l'opportunité. Et il y en a qui pensent au changement de la Constitution. La Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Nous avons conseillé au chef de l'État de donner l'ordre. Ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects. Donc voilà, je crois que c'est la sagesse qui parle. Là, il ne s'agit pas de 2 ou 3 évêques, mais tous les évêques de la RDC réunis qui peuvent vraiment prendre position simplement pour agir contre le pays. Il n'y a pas une institution qui aime ce peuple comme les évêques, je vous assure. Et prenons la page africaine à présent, la bataille pour la conquête de l'Assemblée nationale au Sénégal entre dans sa dernière ligne droite et les différents protagonistes rivalisent d'ardeur à moins d'une semaine d'une élection marquée par de nombreuses défections dans les rangs de l'opposition. Merveille Loabé. À moins d'une semaine de législative au Sénégal, pouvoir et opposition jettent leur dernière force dans la bataille de la capitale Dakar. Du porte-à-porte pour cette intercoalition de l'opposition, un meeting folklorique pour ses partisans du pouvoir. Mais un seul mot dans chaque camp, la confiance pour la victoire. On est dans un très bon état d'esprit. Vraiment, on sent que les gens commencent à avoir cette conscience que les Sénégalais
même ceux qui ont voté pour le parti au pouvoir pendant les présidentielles, il y en a qui ont fait cette prise de conscience et qui veulent que les institutions soient équilibrées. Nous croyons en notre victoire pour une majorité au soir du 17 novembre avec notre tête de liste dans la commune. Nous sommes confiants, nous allons l'emporter ici à Mbao s'il plaît à Dieu. Mais le sujet qui nourrit les passions, ce sont les nombreuses défections dans les rangs de l'opposition en faveur du pouvoir. Une marche fustigée par l'opposition et assumée par le PASTEF, mais qui suscite des interrogations, d'autant que le PASTEF, alors dans l'opposition, s'est toujours opposé à ces actes. Nous essayons toujours d'analyser les situations actuelles par analogie à des situations antérieures. Ce sont des hommes politiques qui, à un moment ou un autre, se sont levés pour dire « je soutiens le PASTEF ». Quelle est la réplique que le PASTEF pouvait faire? Le PASTEF peut-il dire « non, 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 ne venez pas, moi ». Ça n'a pas de sens. Le Sénégalais se rendront aux urnes le 17 novembre prochain pour élire 165 députés avec une équation, le taux de participation. Afrique toujours, le peuple haïtien a vu son nouveau Premier ministre prêter serment après plusieurs mois de vide institutionnel et alors que de nouvelles violences ont éclaté dans la capitale Port-au-Prince. Alix Didier Fils-Aimé a pris ses fonctions de chef de gouvernement intérimaire pour s'atteler aux défis urgents auxquels le pays fait face sur les plans sécuritaires et humanitaires. Regardez. Le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Le gouvernement intérimaire a été nommé par le Conseil institutionnel de transition qui a été mis en place avec l'appui de puissances étrangères. L'aéroport international d'Haïti a été fermé après que des gangs ont ouvert le feu sur un vol commercial atterrissant à Port-au-Prince. Certaines compagnies aériennes ont suspendu temporairement leurs opérations suite à cette attaque. Ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, le nouveau Premier ministre intérimaire a promis de rétablir la paix. L'État d'Haïti est sous le contrôle de près de 200 gangs violents qui kidnappent, rackettent et tuent impunément sur la presque majorité du territoire. La revue de presse, c'est tout de suite. Diane Bonga, bonjour et bienvenue dans cette lecture des journaux. On commence COP29, Judith Souminois, pour rappeler le rôle de la République démocratique du Congo sur le climat. Oui, Laetitia, à la une de la presse de ce mardi, le séjour de la Première ministre Judith Souminois à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, où elle représente la RDC à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur les échanges climatiques COP29. À ce sujet, la tempête de tropique signe en sa manchette que la Première ministre Judith Souminois est arrivée le lundi 11 novembre à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, pour participer à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique COP29. Représentant le chef de l'État, note ce portail, la chef du gouvernement va porter la voix de la République démocratique du Congo à cet événement mondial qui vise à stimuler l'action internationale pour limiter les changements climatiques et à engager la transition énergétique selon un communiqué des Nations Unies. Selon ça fait savoir ce tabloïd, Judith Souminois devra échanger avec de nombreux dignitaires mondiaux, notamment les secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. COP29, arrivée de la Première ministre Judith Souminois à Bakou, des échanges avec le secrétaire général de l'ONU et d'autres dignitaires prévus dans son agenda.
Oui, sur la même page, primature.cd rapporte que la mission de la Première ministre à la COP29 est claire, défendre les intérêts de la RDC en matière de transition énergétique et des préservations, allais-je dire, des ressources naturelles. Avec ses vastes forêts tropicales et ses ressources minérales stratégiques, indique ce quotidien, la RDC a un rôle crucial dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Selon le confrère, un des enjeux majeurs pour la RDC à la COP29 est d'obtenir des engagements concrets en matière de compensation financière liée au crédit carbone. COP29 en séjour en Azerbaïdjan, l'agenda de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka prévoit des échanges avec le secrétaire général de l'ONU et d'autres dignitaires. Oui, sur le même volet, le potentiel révèle que Judith Suminwa plaidera certainement en faveur d'une transition énergétique équitable et des mesures des préservations des ressources naturelles. À la tribune de ce forum mondial, écrit ce tabloïd, la première ministre congolaise mettra en avant la reconnaissance accrue du rôle essentiel de forêts tropicales, notamment celle de la RDC dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ces portails rappellent que cette conférence doit permettre de trancher la question de soutien financier à destination de pays en développement et de définir le nouvel objectif de financement climatique. Dans ce même chapitre, COP29, Judith Suminwa à Bakou pour arracher une juste compensation en faveur de la République démocratique du Congo. Oui, Laetitia, Zumeko rapporte que 40 000 participants, dont une centaine de chefs d'État, sont attendus à Bakou pour mieux lutter contre le réchauffement de la planète et ses conséquences. Prévue jusqu'au 22 novembre courant, ajoute ce quotidien, cette conférence doit se conclure par un nouvel objectif d'aide financière aux pays en développement. Une question qui concerne l'Afrique et la République démocratique du Congo au premier chef, estime ce portail. Le média précise pour sa part que la première ministre de la République démocratique du Congo est arrivée ce lundi, le jour même de l'ouverture, alors qu'une équipe d'avance composée de la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, et d'autres délégués étaient déjà sur place à Bakou. Et puis enfin, à COP29, Judith Suminwa va porter haut la voix de la République démocratique du Congo à Bakou. Oui, Laetitia, bouclons la boucle avec 24/24.cd qui note qu'à sa descente d'avion, Judith Suminwa a été accueillie par Farid Gaïbov, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan, Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement de la RDC, et Ivan Vangungimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès de la Fédération de Russie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie. Merci beaucoup Diane Bonga. Merci Laetitia Moulay. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.